Bonjour à tous, mon nom est Raoul Grenier, je travaille pour la firme Arcadis comme Fire Safety Ingénieur. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui les moyens d'extinction et volontairement, parce que nous n'avons pas toute la journée pour en discuter, je me suis limité à 3 moyens d'extinction qu'on trouve relativement souvent dans nos bâtiments. L'extinction par gaz, l'extinction du type sprinkler et on touchera un petit peu à la mousse, et les water mist, parce que les water mist, on en rencontre de plus en plus aujourd'hui dans nos bâtiments. Voilà, pour un petit peu le contenu de ce que je vais vous discuter avec vous. Je vais directement passer à une petite introduction. Donc, on dit que les moyens d'extinction sont des moyens actifs. Vous avez vu tout à l'heure les resserrages coupe-feu, la compartimentation. Tous ces moyens-là sont des moyens passifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'action directe sur l'incendie, ils ont pour objectif de le contenir dans un volume bien défini. Ici, on va plutôt parler de moyens qui vont permettre d'éteindre l'incendie. Ça, c'est une première différence. D'autre part, ces moyens, comme ils sont actifs, c'est une première étape de les installer de manière conforme aux différentes normes qui peuvent régir ces installations. Mais la deuxième partie qui est très importante, et ce que moi je vois beaucoup dans mes retours d'expérience, c'est qu'il y a une nécessité de maintenir ces installations en bon état. Et souvent, on a des investissements dans des installations du type sprinkler qui peuvent être coûteuses, mais quand on repasse 2 ou 3 ans après ces installations, on se rend compte que la maintenance, elle a fait fort défaut et que l'installation, elle est réduite à un non-fonctionnement. On voit des pompes qui ne sont plus alimentées, on voit des vannes coupées qui n'ont jamais été ouvertes, et ainsi de suite. Donc c'est un point important. Alors je vous le disais, des normes régissent ces installations. Jusqu'à là, on a parlé beaucoup de législation, RGPT, arrêté royal, ainsi de suite. Pour cette partie d'installation de moyens d'extinction, il y a des normes diverses qui viennent parfois de différents pays, différentes origines. Il y a des normes belges, il y a des normes françaises, des normes américaines, des normes allemandes. Et ces normes-là régissent en fait ces installations. Ce qui est important, c'est de se fixer sur une norme et de ne pas basculer d'une norme à l'autre. Souvent, on a des questions de nos maîtres d'ouvrage qui nous disent, typiquement springlage, j'aimerais bien avoir une partie sur une norme américaine, ça m'arrange bien, et une autre partie sur une norme belge. Ça, c'est possible, mais c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Donc, on préfère éviter de mélanger les normes. Voilà. Donc, mon premier sujet, c'est l'extinction par gaz. Je vous mets un petit schéma de principe, assez simple. Donc, l'extinction par gaz, c'est en fait 2 installations en une seule. Une première installation qui est plutôt une installation de détection. Vous voyez les détecteurs optiques au-dessus. Ce sont ces détecteurs-là qui sont régis par une centrale d'extinction qui vont commander l'extinction par gaz du local. Donc, dans une extinction par gaz, souvent, enfin tout le temps, c'est une obligation, on va retrouver au-dessus des portes d'accès un avertisseur lumineux, un avertisseur sonore. Il y a toujours une commande manuelle qui permet de stopper l'extinction. Et ce qu'on demande systématiquement aussi, c'est d'avoir une confirmation de la détection. Donc c'est souvent une double détection qui permet l'extinction. Pour la partie extinction, c'est les bouteilles de gaz, typiquement, avec les vannes qui permettent de commander l'ouverture et le réseau de canalisation qui va envoyer le gaz dans le local via un diffuseur. Voilà pour le principe. Alors, j'ai pris expressément 2 types de gaz. Ce qu'on appelle un gaz inerte, qui est assez connu, c'est l'azote. L'azote, c'est assez facile, ça a l'avantage d'être présent dans l'atmosphère. Donc finalement, quand vous rejetez de l'azote dans un local sur lequel vous avez fait une extinction, vous rejetez de l'azote dans l'air contient de l'azote, ça a très peu d'impact au niveau écologique, ce qui est un point positif. Le coût est faible parce que l'azote, il n'y a pas de brevet, c'est présent dans l'atmosphère, donc c'est assez facile de canaliser de capter de l'azote et de la stocker. Ça ne va pas vous coûter très cher. Par contre, l'inconvénient de l'azote, c'est que la quantité de gaz à utiliser est assez importante. Donc souvent, si je compare avec un gaz relativement récent comme le Novec, on parle d'une proportion de 5 fois plus importante. Donc quand on n'a pas beaucoup d'espace de stockage, pour ces bouteilles, c'est parfois un peu difficile. Voilà. Alors j'ai aussi souvent des remarques qui me disent attention, l'azote, est-ce que l'azote va provoquer la mort d'un être humain s'il est à l'intérieur de la pièce en extinction?
Pas vraiment. En fait, ça dépend de sa condition physique. Donc, on évite d'avoir des extinctions d'azote sur des femmes enceintes, sur des gens qui ont des problèmes cardiaques, sur des gens qui peuvent avoir des problèmes respiratoires. Le taux d'oxygène est assez proche de ce qu'on peut retrouver quand on se trouve sur l'Everest à des points culminants comme ça. Donc, on a à peu près la même concentration d'oxygène dans la pièce au moment où l'extinction s'est faite. C'est pour vous donner une idée. Ça, vous le savez aussi, c'est pas vraiment un problème majeur, la concentration d'oxygène sur l'azote. Un autre gaz, j'ai aussi exprès un peu pris un gaz plus récent, c'est le Novec 1230. C'est un gaz relativement récent. Il y a le FM200 aussi. Dans le passé, on a eu le halon qui n'est plus utilisé. Donc, ce sont des gaz chimiques. L'inconvénient, c'est qu'on dépend d'un fournisseur, donc il y a un brevet sur ce type de gaz et on est obligé de l'acheter chez un fournisseur spécifique. Novec 1230 C3M par exemple. Donc le coût n'est pas le même que l'azote, c'est un coût beaucoup plus élevé. Par contre, au niveau de l'avantage, c'est que la quantité de gaz qu'on va devoir utiliser pour éteindre le même incendie est beaucoup plus réduite. On a besoin de moins de bouteilles en fait, pour être très simple. Donc ça peut être intéressant quand on a des locaux assez exigus, petits. Je pense à des petits locaux data center. Je pense à des locaux un peu des coffres forts, des choses comme ça. Ça peut être un moyen intéressant de Novec parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gaz pour éteindre. Alors, un petit peu, voilà, ça va être un peu plus détaillé parce que le sprinkler est un petit peu plus compliqué à comprendre et mon collègue a abordé un peu le sujet par rapport au désenfumage. Alors, de quoi se compose une installation de sprinkler? D'abord d'une source d'eau. Ici, j'ai représenté une source d'eau extérieure, donc aérienne. Ça peut être une autre source d'eau, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième élément important, sont les pompes. Une pompe, deux pompes, une pompe jockey. Les postes de contrôle, ce sont les postes qui vont ouvrir ou fermer le clapet qui va permettre d'alimenter les réseaux de springlage. Et les sprinklers en eux-mêmes, qui sont les petites têtes que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu, qui sont placées souvent dans les faux plafonds ou dans les toitures des bâtiments que vous fréquentez. Comment ça marche? Est-ce que quelqu'un sait comment ça marche un système de springlage? Ah ouais, la température, c'est juste, monsieur, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des têtes de springlage qui sont calibrées sur une certaine température. On a un réseau, on va prendre le système le plus classique humide, on a un réseau d'eau, je vais m'approcher, ce sera plus simple. On a un réseau d'eau avec une certaine pression au-dessus de la vanne, au-dessus du clapet, et un second réseau en dessous du clapet avec une pression inférieure. Donc le réseau supérieur pousse le clapet vers le réseau inférieur. Quand la fumée vient monter la chaleur au niveau du bulbe en verre, le bulbe en verre explose et le réseau supérieur fait s'écouler l'eau, la pression qui se trouve dans le réseau supérieur diminue et ouvre le clapet. C'est le principe du sprinkler. Je résume, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je résume. Donc c'est donc un système mécanique. C'est important parce que toute la conception des systèmes de springlage, c'est plutôt une conception mécanique. La partie électronique ne vient qu'en support pour donner des défauts, des alarmes, mais c'est pas du tout l'objectif du système de springlage de faire de la détection. C'est important. Je fais une petite parenthèse sur les systèmes à mousse. C'est un peu le même principe, sauf que là, on va avoir un réservoir qui contient une émulsion. Et soit on a un réservoir déjà sous pression, mais c'est relativement peu le cas. En général, on utilise ce qu'on appelle les bladder tanks. Ce sont des réservoirs dans lesquels on a une poche, une membrane remplie d'émulsion. Et c'est en faisant rentrer l'eau dans le réservoir qu'on vient presser sur cette poche et faire sortir l'émulsion qu'on mélange avec un proportionneur. Donc vous avez l'eau qui rentre ici, à l'intérieur du réservoir, la poche qui se met à être pressée, l'émulsion qui sort, et le proportionneur qui vient mélanger l'eau du système de springlage classique avec l'émulsion. Les proportions, c'est 3%, 4%, 5%, 6%. Ça peut varier. C'est un peu en fonction du risque que vous voulez couvrir.
Attention aux mousses, parce que c'est encore relativement... On parle de mousse biodégradable, je vois ça beaucoup dans certains des fiches techniques, mais c'est quand même encore relativement toxique. Un autre élément important de notre système de springlage, c'est les pompes. Les pompes, c'est le cœur, c'est ce qui va permettre de donner la pression et le débit sur votre installation. Deux types de pompes. La pompe principale qui peut être soit électrique, soit diesel, et la pompe jockey. Donc la pompe électrique, la pompe diesel, c'est celle qui va vraiment envoyer le débit, la pression sur le réseau en cas d'incendie. On choisit plutôt des pompes diesel quand on a des débits et des pressions plus importants. Les pompes électriques, c'est plutôt pris pour des classes de risque plus faibles. Attention aussi que l'alimentation électrique de la pompe, elle doit fonctionner en cas d'incendie. Et donc, pour les gens qui ont un petit peu d'expertise en électricité, le RGIE considère le système de springlage comme un circuit vital. Ça veut dire qu'il doit être conforme FR2, le câblage électrique doit être résistant au feu, mais pas seulement, les supports, l'alimentation doit être secourue, et ainsi de suite. Donc là, il faut faire attention, parce que parfois, le coût de ce genre d'installation peut être plus important que de passer directement à un système diesel. Deuxième pompe, c'est la pompe jockey. La pompe jockey, à quoi elle sert? Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que le réseau de springlage avait une pression plus importante dans la partie supérieure et moins importante dans la partie inférieure du clapet. Cette pompe jockey, en fait, elle sert à maintenir cette pression supérieure. On ne va pas enclencher le groupe diesel ou la pompe électrique pour 0,5 bar de différence ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, on a une petite pompe jockey qui va se déclencher et qui va maintenir la pression au-dessus du clapet supérieur à la pression en dessous. Ce câble m'ennuie dans mon chemin. Voilà. Les réservoirs. Tout va bien. Les réservoirs, donc tout à l'heure je vous avais montré un réservoir aérien. On voit juste à côté d'ailleurs le local pompe qui est installé. Ça c'est ce qu'on voit assez souvent, c'est vrai. Il existe aussi maintenant des réservoirs enterrés, de plus en plus dans les centres commerciaux, les supermarchés, ainsi de suite. Les mètres carrés sont importants, donc on enterre les réservoirs pour pouvoir avoir le maximum de surface commerciale. Il y a des réservoirs naturels, donc on pourrait éventuellement imaginer utiliser des étangs, des choses comme ça, mais attention à la qualité de l'eau. Donc c'est un peu le problème de ces réservoirs naturels. C'est une solution, mais l'eau n'a pas toujours la qualité nécessaire pour garantir la durée de vie de l'installation. Vous savez à combien de temps vous avez combien de temps dans une installation humide avant de faire une inspection sur la vétusté de votre tuyauterie, par exemple? Non? 25 ans. 25 ans pour les systèmes humides, 15 ans pour les systèmes secs. Donc il y a quand même une corrosion qui s'installe, c'est de l'eau qui stagne. Donc évidemment, avec le temps, on a des problèmes de corrosion, on a des pelures, on a de la pollution. Et donc c'est important, quand on a un réservoir, d'avoir une eau de bonne qualité pour garantir la pérennité de son installation. Piscine, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu quelques hôtels qui m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser leur piscine. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Le Sheraton, ok. Moi, j'avais le Starbucks, je sais pas quoi. L'eau de ville. L'eau de ville, avec le risque que ça comporte, puisque vous avez une exigence de débit et de pression. Donc, c'est sur base d'un rapport que votre distributeur d'eau va vous donner, mais ça peut changer. Moi, j'ai un cas concret. J'ai fait une installation de springlage chez Coca-Cola ici à Anderlecht, donc c'est le siège européen de Coca. Ils avaient une installation de springlage et qui était raccordée sur l'eau de ville, tout se passait bien, mais qui est venu construire un supermarché juste à côté. La pression de l'eau de ville, elle a chuté de plus de la moitié. Et donc du coup, leur installation n'était plus conforme, ça ne fonctionnait plus. Donc on a dû trouver une solution avec un réservoir et ainsi de suite. Donc c'est surtout ça l'avantage du réservoir, c'est que on est sûr de la quantité d'eau qu'on a. Et on est sûr après que la pompe sera bien calibrée sur la classe de risque qu'on a définie. Les postes de contrôle. Alors on a différents types de postes de contrôle. On a les postes de contrôle humides. Donc vous voyez bien ici sur le poste, on voit bien les deux manomètres qui donnent la pression en haut, la pression en bas. Et la pression en haut toujours plus forte que la pression en bas.
Donc les postes humides, ça veut dire qu'on a de l'eau en dessous du clapet et de l'eau au-dessus du clapet. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est ce qu'on voit le plus souvent. L'inconvénient, c'est que, évidemment, il ne faut pas que les zones puissent geler. Parce que si les zones gèlent, l'eau qui stagne dans les tuyaux va les abîmer. Donc c'est parfois un problème. Et pour justement pallier à ce problème de gel, on a les systèmes sous air ou les systèmes secs, où là, en fait, on remplace l'eau qui se trouve au-dessus du clapet par de l'air sous pression. C'est le même principe pour ce qui est du déclenchement. Mais on remplace l'eau par l'air, de manière à ne pas avoir de risque de gel. Alors, dans la norme, on dit aussi que pour des surfaces relativement petites, on peut utiliser du glycol, jusque 20 TED. C'est ce qui est décrit. Donc c'est vrai que comme des quais de déchargement ou des choses comme ça, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser un poste sec, on peut utiliser du glycol. Néanmoins, c'est pas la solution la plus propre. On va de plus en plus vers l'utilisation de postes secs, même pour des plus petites zones. Et je pense qu'à terme, le glycol va disparaître. Système préaction, typiquement, ça va répondre à vos demandes quand vous nous dites le système de spray à glace, c'est très bien, mais si quelqu'un vient briser le bulbe, soit parce qu'il veut le saboter, soit parce qu'il fait une manœuvre avec un Clark ou un transpalette ou que sais-je, il va me briser le bulbe, et moi je vais avoir une inondation dans mon bâtiment. La préaction, elle a été construite pour ça. Donc le système à préaction, il y a deux types, simple interlock, double interlock. Simple interlock, il est toujours combiné à une deuxième technique, soit on utilise un deuxième réseau de sprinklers, soit on utilise la détection incendie. Et s'il n'y a pas confirmation des deux réseaux, le système ne s'enclenche pas. Dans le simple interlock, l'eau est présente dès le premier déclenchement d'une des deux techniques. Dans le double interlock, l'eau n'est pas présente tant que les deux techniques n'ont pas confirmé la présence d'un incendie. Bon, le problème de ce système, c'est le coût. Il faut pas... Voilà. Mais c'est une solution quand on veut protéger des biens qui ont plus de valeur. Et enfin, le dernier système, c'est le système déluge. Déluge, simplement, les bulbes sont ouverts et en général, on actionne en même temps un certain nombre de têtes qui vont pulvériser toute la zone. Typiquement, vous avez peut-être vu ça sur des structures de citernes. On vient avec un système déluge refroidir la structure en acier. Et c'est toutes les têtes qui sont autour de la citerne qui vont se déclencher en même temps. C'est pas juste les bulbes qui seront présents là où il y a le foyer. C'est le principe du déluge. Voilà, on utilise ça, quand même assez souvent. La commande du système de déluge, elle peut être manuelle, elle peut être liée à une détection incendie, elle peut être par des réseaux de sprinklers séparés aussi, qui seraient sous air par exemple. Alors je voulais vous montrer vous expliquer un peu quelques types de sprinklers. Donc on a vu, dans le sprinkler, on a un bulbe en verre, et ce bulbe en verre, il a une couleur. Les bulbes en verre peuvent avoir différentes températures d'explosion. Et c'est la couleur qui donne la température du bulbe. Est-ce que quelqu'un sait comment le fabricant fait pour faire ouvrir son bulbe à une température précise? Je prends par exemple 68 degrés, c'est le rouge. Personne ne sait? Non? Parce que tous les bulbes sont les mêmes. C'est toujours un bulbe en verre avec un produit à l'intérieur et une bulle d'air. C'est la taille de la bulle d'air qui détermine l'ouverture du bulbe. Voilà. Donc c'est la taille de la bulle d'air qui va dire que le bulbe ouvre à 68 degrés ou à 141 degrés, et ainsi de suite. Voilà, donc différentes températures, deux grands types de réponses, donc réponse rapide, réponse normale. Réponse rapide, on les trouve beaucoup dans les centres commerciaux, là où il y a un grand public. Typiquement, c'est ce qu'on va utiliser dans ces cas-là. Sprinkler debout, donc il regarde vers le haut, c'est celui que vous voyez là. Sprinkler pendant, il regarde vers le bas. Si aujourd'hui je dois installer des sprinklers dans ce bâtiment et que j'ai la possibilité de mettre des sprinklers debout ou des sprinklers pendant, je peux faire les deux. Qu'est-ce que je devrais choisir de préférence? Je vous en pose des questions. C'est parce qu'il est 4 heures, il ne faut pas s'endormir. Non. Vous avez la possibilité, le sprinkler qui soit debout ou pendant, il va réagir à la même température. Oui, on peut. Pendant. Pourquoi pendant?
Ouais, c'est non. En fait, on va préférer mettre des debout. Et il y a une raison à ça. Parce que voilà, c'est la corrosion surtout. C'est que si vous avez un sprinkler pendant, il risque d'y avoir plus facilement des dépôts dans le sprinkler. Donc si on peut mettre des sprinklers debout pour éviter ces dépôts dans les têtes de sprinkler, on va plutôt préférer les mettre debout que pendant. Toujours. Mais c'est rare. Monsieur ? C'est toujours du glycol. C'est du glycol avec un colorant. Oui, toujours. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le glycol pour les 20 têtes supplémentaires. Donc je dis debout, pendant, horizontal sidewall, donc c'est plutôt des sprinklers qui vont, au lieu de disperser un cône qui descend vers le sol, soit avoir un cône qui va être à l'horizontale. On voit ça beaucoup dans les chambres d'hôtel. Les sprinklers qui vont répandre de l'eau d'une manière tout à fait horizontale. Et le vertical, c'est le contraire, il va avoir comme un mur vertical d'eau, si vous voulez. Moi non plus. Alors ça, c'est vrai aussi, c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous devez le remplacer. Fatalement. Non, alors souvent, ce qu'on fait pour les essais, c'est des tests en circuit fermé avec la pompe, et il y a une ligne test qui est toujours prévue. Donc sur le bulbe le plus éloigné de la pompe, le moins favorisé. C'est pas toujours le plus éloigné, mais c'est le moins favorisé par calcul hydraulique. On va venir mettre un coude avec un tuyau d'un demi-pouce, un manomètre qui donne sur l'extérieur, et on ouvre cette vanne avec la mesure de la pression sur cette tête-là. On ne mesure que la pression parce qu'on mesure le débit sur la pompe. Je dois avancer. Ah. Deux organismes spécialisés aujourd'hui, sur le sprinkler spécifiquement. On parle de l'ANPI, l'Agence nationale de protection incendie. Et maintenant, AIB Vinsot a reçu l'agrément pour faire la même chose. On me demande d'accélérer, non. Mais si vous voulez, après, on peut prendre un café et on discutera de tout ça avec plaisir. Alors, un autre type de sprinkler, c'est les concealed. J'en parle parce que j'ai mis la photo, parce qu'on ne les voit pas tout le temps. Je pense que c'est lié un peu au prix, mais ce sont des sprinklers qui sont invisibles. Ça veut dire que le sprinkler est à l'intérieur d'un tube sur lequel on vient visser un cache, et le cache se met vraiment au ras du faux plafond, et vous avez la possibilité de peindre ce cache dans tous les râles qui sont disponibles. Donc il suffit de nous donner le râle, et il va être peint dans le coloris de votre faux plafond. Oui, ça a été fait pour les architectes, tout à fait. Alors, dry, c'est un sprinkler un peu particulier où on a un morceau de 20 cm sous air. C'est surtout utilisé quand on veut sprinkler des frigos. On ne veut pas prendre le risque d'avoir de l'eau qui gèle dans la petite chandelle. Elle est remplacée par un tube sous air. Mais il n'y a pas c'est pas un poste de contrôle sous air, c'est juste cette tête-là. Il n'y a pas d'autres têtes qui sont comme ça. Institutionnel, à moins que vous n'ayez été en prison, vous n'avez pas dû le rencontrer. C'est le sprinkler qu'on utilise en prison parce qu'il est presque indestructible. Voilà. Et enfin, j'ai encore le rideau d'eau. Le rideau d'eau, j'en parle. C'est un sprinkler particulier qui est coudé à 90 degrés, qui vient projeter de l'eau sur une paroi. Aux États-Unis, on considère presque ça comme une forme de compartimentation. Alors, j'ai des gens des collègues qui parlent beaucoup de compartimentation, qui vont se dresser quand je dis ça. C'est aux États-Unis. C'est pas le cas en Belgique. Je le dis tout de suite. C'est pas reconnu par l'ISIP, donc c'est pas reconnu comme étant une paroi séparation coupe-feu. Mais ça peut être une alternative quand on ne sait pas mettre de paroi coupe-feu. Dernier système, c'est le système ESFR. C'est un sprinkler particulier qu'on a conçu spécifiquement pour les stockages en rack, parce qu'il permet de stocker un peu n'importe quel type de marchandises, sauf des liquides inflammables, sur vos racks en mélange du moment que vos racks sont en caillebotis. La tête est des débits assez impressionnants. Hein. C'est presque un système là, vous allez réduire l'incendie à rien. Et vous risquez de prendre une barque pour circuler dans votre stockage. Je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle. Un autre élément important, c'est le système de signalisation. Donc, je le disais, tout ça est bien mécanique. On vous l'avait vu avec moi. La seule chose que l'électronique va apporter au système de sprinklage, c'est une armoire qui va contrôler, par exemple, l'état des vannes. Est-ce que la vanne est ouverte? Est-ce que la vanne est fermée? L'état de marche de la pompe. Est-ce que la pompe est en automatique? Est-ce que la pompe est sur off? Est-ce que la pompe est en manuel? Le niveau de carburant dans le réservoir. Ce sont plutôt des contrôles techniques. Et
On ajoute à ça un flow switch par zone springlée, de manière à ce que quand il y a une tête de springlage qui s'ouvre, le flow switch déclenche et donne quand même une alarme feu. Mais vous voyez que c'est plutôt orienté sur des contrôles techniques et pas vraiment une aide à l'extinction incendie. Enfin, le dernier sujet que je voulais voir avec vous, j'ai essayé de faire au plus vite, c'est le water mist, parce qu'on en parle aussi beaucoup. C'est un peu le même principe que les systèmes de springlage. On retrouve un réservoir, et là c'est souvent des bouteilles, on retrouve une pompe et un réseau, avec des têtes de springlage, un piping, et ainsi de suite. La grosse différence qu'il y a avec le springlage, et c'est le slide suivant, c'est dans la taille des gouttes, elles sont beaucoup plus petites, et dans le nombre de gouttes. Donc les water mist, vous voyez, quand on a des brouillards d'eau, alors je l'ai peut-être dit en anglais, je m'excuse, la grosseur vous voyez, la grosseur de la goutte est beaucoup plus petite, 40 gouttes aussi, et la vaporisation 0,1 seconde. Donc les water mist sont vraiment des micro-gouttes sous très forte pression. C'est le principe. L'application d'un water mist, quelqu'un a une idée? Pardon, madame? Oui, c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui font du data center aiment bien les water mist. Ou si vous avez un groupe électrogène, quelque chose de relativement pas trop grand à protéger, le water mist marche bien. Il marche très très bien pour ces choses-là. Pardon? C'est moins destructeur, oui. Ouais, c'est clair. Mais ça couvre des plus petites surfaces, hein, c'est ça le problème du water mist. Bon, je voulais juste conclure. J'ai été vite. Hein. Donc je voudrais quand même que vous compreniez que et je pense que mon collègue juste avant vous a un petit peu mis sur la piste, quand on fait de la protection incendie, c'est une combinaison de protection incendie actif et passif, et les différents éléments qui constituent cette protection incendie, il faut surtout faire attention à leur interactivité. C'est vraiment important de ne pas mélanger des systèmes qui ne sont pas compatibles entre eux. Ou en tout cas, si on met deux systèmes qui s'opposent un peu, on parlait du désenfumage, du springlage, il faut vraiment veiller à ce qu'ils puissent fonctionner ensemble, et il y a un certain nombre de règles à bien respecter. Je vois que vous êtes d'accord. C'est du vécu. Voilà. Je vais en rester là, si vous êtes d'accord. Ik ging zeggen, welkom terug. Ik krijg nu een drievoudige uitdaging. Jullie wakker houden. Ervoor zorgen dat er niemand wegloopt. En een derde uitdaging is om de tijdachterstand proberen in te halen. Laten we dan starten. Er werd mij gevraagd om een beetje verduidelijken wat wij ervaren als controlebureau voor de problematiek van brandveiligheid voor de technische uitrustingen. En ik wil toch kort beschrijven wat wij eigenlijk als controlebureau doen. Wat is dat bij ons een opdracht? Brandveiligheid in het algemeen. Dus wat wij kijken, wat onze opdracht kan kort samengevat zijn in één zin. We bekijken of een project conform is met de reglementaire voorschriften in zaak brandveiligheid. Dus SECO gaat nooit zijn eigen vereisten opleggen. We kijken gewoon project, wetgeving, komen die overeen. En we gaan dat doen op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie. We gaan zowel constructieve aspecten bekijken als functionele aspecten. Wat we wel in het algemeen niet doen, is rekening houden met de organisationele aspecten. Dat is een punt die wel opgenomen is in een risicoanalyse. Dat heb ik al daarnet verteld. Maar in principe gaan we niet rekening houden met de positieve of negatieve invloed van de organisationele aspecten. Dus we bekijken de constructieve aspecten. Boven daar is er een timeline. En als je een beetje een project bekijkt, we beginnen met een design, soms met een pre-design, de uitvoering, de oplevering en dan het leven van het gebouw. En onze opdrachttypisch begint bij het voorontwerp en stopt bij de oplevering van het gebouw. Bij het ontwerp gaan we alle ontwerpdocumenten gaan nakijken. En daarbovenaan links staat er misschien het belangrijkste dat wij
doen. Dat is het valideren van compartimentering en evacuatieplannen. En waarom is dat zo belangrijk? Als het verkeerd verloopt of als we bepaalde niet-conformiteiten uit de hoog hebben, op dat moment, ja, dan loopt alles verkeerd. Want dat is echt de basis van alles. Dat is ook voor jullie. En dat is een belangrijke boodschap naar jullie toe. Compartimentering en evacuatieplan, dat is van supergroot belang voor jullie. Als er een project is en die plannen bestaan niet, kunnen jullie eigenlijk niet verder en je gaat nooit correct kunnen werken. Bij ontwerp gaan we ook alle andere ontwerpdocumenten gaan bekijken. Rekennota bijvoorbeeld voor ontroking of voor andere installatie. En we gaan ook het lastenboek gaan bekijken. Bij de uitvoering gaan we dan alle uitvoeringsdocumenten gaan bekijken, de technische fiches, soms uitvoeringsplannen. We doen dan ook een aantal bezoeken ter plaatse om te kijken of wat er uitgevoerd is wel overeenkomt met wat er op de documenten, dus de plannen en de technische fiches beschreven staat. En we gaan dan ook deelnemen aan vergaderingen. En sommige van die vergaderingen dan in aanwezigheid van de brandweer of van een overheid als het gaat over een afwijkingsaanvraag. En op het einde, ik zou zeggen, we gaan ook bijdragen aan alle bezoeken en testen bij de oplevering. We gaan kijken of de werken correct uitgevoerd zijn en we gaan dan de typische brandscenario's. Dat gebeurt helemaal op het einde. En wat belangrijk is ook, wij voelen ook dat de markt de nood heeft aan technische bijstand. En dus wat wij ook aanbieden is dan gedurende heel dat proces dat we de mensen helpen bij de afwijkingsaanvragen en ook typisch vergadering met de brandweer. Dus we komen heel vaak samen in die vergadering om de mensen te helpen, omdat we daar een aantal specialisten voor hebben. Dus dat is een beetje om samen te vatten hoe dat we in contact zijn met jullie, onder andere, op de dossiers. En dus ja, het stopt eigenlijk bij de voorlopige oplevering, onze opdracht. Ik heb hier gewoon een volledige lijst genomen als wij eigenlijk onze opdracht contractueel beschrijven. U ziet, en ik ga het niet alles lijn per lijn doornemen, dat is alles wat we eigenlijk moeten bekijken contractueel. Klassering van het gebouw, evacuatie, toegang voor de brandweer, reactie bij brand, enzovoort, enzovoort. En in het blauw heb ik aangeduid welke punten eigenlijk technische installatie betreffen. En ik ga over die punten een beetje meer in detail gaan. Ja, voor wat de compartimentering betreft gaan we de doorvoeringen gaan bekijken. En ik heb dat in het rood gezet en u zult later weten waarom ik het in het rood zet. Dat is ook een centrale punt voor ons. Ja, de automatische werking van de brandkleppen van de branddeuren hoort er ook bij. Bij RWA gaan we eigenlijk de RWA-installaties van de atrium, van de grote compartimenten gaan bekijken, van de parkeergebouwen, overdrukinstallatie van de trappenhuizen, de rookkleppen vooraan, de trappenhuizen, de ontroking van de evacuatiewegen in gebouwen die hoger zijn dan 50 meter. Dat is, je ziet bij ontrokingen, dat is bij ons ook echt een specialiteit. En dat is ook een domein waar er redelijk weinig kennis is op de markt. Voor de uitrusting voor eerste interventie en blussing, ja, brandhaspels, hydranten, brandblussers, sprinklerinstallatie. Daar is er niet meer over te vertellen. Installatie van detectie, van waarschuwing, van alarmen. En dus we spreken over de rookdetectoren, de drukknoppen, de sirenes en ook de sturing van de installatie. En voor wat in het algemeen de technische installatie betreft gaan we ook een aantal aspecten gaan bekijken. Ventilatie van de schachten, van de technische schachten, van de liftschachten. We gaan kijken of de standaardliften voldoen aan de vereisten. De prioritaire liften voor de brandweer, met die nieuwe eisen die er zijn. Specifieke eisen voor brandweerbekabeling en noodstromvoorziening. Noodverlichting is ook een issue en de brandscenario's voor alles wat onder andere betreft de ventilatie, de ontroking en de liften. Gewoon zien of dat al die installaties correct werken. Dus u ziet het met die twee laatste slides, dat wij ook vaak betrokken zijn met de mensen die iets te maken hebben met technische uitrustingen. Nu, er werd mij gevraagd, en ik kan er heel kort over zijn, van wat zijn voor jullie jullie ervaring, de moeilijke punten, de punten waar het vaak verkeerd verloopt. En daar heb ik proberen dit samen te vatten. Ik wou als eerst zeggen dat als men bekijkt
Ik heb geprobeerd, dat is 100% van de tijd dat we besteden aan een typisch project. En u ziet dat die grote blauwe zone en die rode zone heeft te maken met technische uitrustingen. Dat blauwe heeft te maken met de doorvoeringen. Dus u ziet het, ik schat in dat met al de lijst van wat wij doen voor technieken en buiten de technieken, wanneer dat we zo'n project opvolgen voor brandveiligheid, enkel het onderwerp doorvoering vraagt ons ongeveer 40% van onze tijd, globale. De andere punten die te maken hebben met de technieken dat ik doorgenomen heb, ongeveer een 20%. En u ziet dat tezamen technische uitrustingen, dat vraagt meer dan 50% van onze tijd, zowel bij ontwerp, dus dat is de opsomming van onze interventie bij ontwerp en uitvoering. De rest heeft te maken met compartimentering, evacuatie, stabiliteit bij brand, reactie bij brand. En de gevels, ja, en zeker met complexe gevels vraagt toch een beetje tijd. Nu toch een paar slides. Er werd gezegd hoe dat je moet werken voor doorvoeringen. Ik denk dat er zijn hier foto's die ik van het WCB heb kunnen overnemen. Maar ik heb ook mijn eigen. Die linkse, dat is toch mooi, dat is bijna kunst. En ik zou zeggen, als we spreken over doorvoeringen, als er ons gevraagd wordt waarom verloopt het verkeerd, ik heb daar een aantal uitleg over. En als ik die twee slides zie, ik denk dat er een gebrek aan kennis is. Aan kennis, we hebben links toch te maken met een kunstenaar, maar het is een kunstenaar die er weinig van weet, blijkbaar. Een tweede reden, en dat punt is een aantal keren aan bod gekomen, het is de coördinatie tussen de verschillende technieken. Dus er is een opening in een muur en de mensen hopen van allemaal door datzelfde gat te kunnen passeren. En het is voor de eerste die er is en hopelijk als de tweede passeert is er nog een beetje plaats en dan de derde is, duwt hij nog mee. Dus dat is typisch een probleem van coördinatie tussen technieken en eigenlijk ook het feit dat dat niet geanticipeerd wordt en dat er niet iemand stroomopwaarts zegt van we hebben verschillende technieken, we hebben een muur van 3 meter breed en een verlaagde plafond van 1 meter hoog. Hoe gaan we ons organiseren om iedereen de plaats te geven om correct door de wand te passeren? Dat is echt een groot probleem dat wij kennen. En dan meer algemeen, dat is van bij het ontwerp. De studiebureaus hebben hun lastenboek één zinnetje geplaatst om te zeggen jij moet ervoor zorgen dat bij elke doorvoering je technieken de performantie van jouw muur of jouw plafond niet negatief beïnvloeden en trek je plan. En trek je plan, dat wil zeggen dat waarschijnlijk jullie als aannemer, jullie hebben een leiding, jullie hebben een vloerplaat en jullie zeggen van, en jullie krijgen in jullie hand een brandmof, blauw, en jullie zeggen, hoe ga ik daarmee puzzelen? Ik heb een brandmof, ik zie daar gaten, ik moet die ergens vastmaken. Direct op de staal, dat lijkt geen goed idee. Ik ga daar gyprok gebruiken, dat lijkt mij een goed idee. En ik ga toch mijn best doen, ik ga roze gyprok gebruiken, brandweerende gyprok. En als het gedaan is, dan merk ik dat er een aantal openingen zijn. Ik ga daar nog een beetje rotswol in duwen. Ja, en bij een ander werd er gezegd van, manneke, trek je plan. Tussen die kolom en die muur moet je een luchtkanaal gaan voorzien en je moet een bocht gaan maken van 90 graden en je moet daar gewoon een brandklep in krijgen. Waarschijnlijk was die brandklep ergens beneden voorzien en heeft de man gezegd van daar krijg ik mijn brandklep niet, want ik moet direct gaan draaien. Dus u ziet, dat is typisch iets dat de best opgeleide uitvoerder kan dit niet redden. Aangezien, u heeft het gezien, wij steken als controlebureau 40% van onze tijd ongeveer in alles wat te maken heeft met doorvoering. Ik heb nu een paar voorbeelden getoond met pijnlijke oplossingen of slechte oplossingen. En als er mij gevraagd wordt hoe kun je globaal een boodschap brengen aan de mensen die te maken hebben met techniek, ik zou zeggen, focus je als eerst op die doorvoeringen en probeer van een kwaliteitssysteem op punt te stellen op jouw werven. En ik ga proberen uit te leggen wat ik een kwaliteitssysteem noem op een werf. De middenste kolom is wat wij meemaken op 95% van de werven.
En de rechterkolom is eigenlijk de droomoplossing. En ik ga proberen uit te leggen wat we meestal meemaken en zien hoe we dat kunnen verbeteren. Wat we meestal vaststellen, en u ziet de eerste, dat korte gele pijl. Het eerste wat er gebeurt, de mensen hebben waarschijnlijk een aantal technische fiches van een brandmof, een brandklep gestuurd, maar zonder detail, zonder uit te leggen hoe dat ze dat gaan vertalen concreet, voor welke situaties dat ze die brandklep gaan gebruiken of zo'n mof gaan gebruiken. Dus meestal komen wij eigenlijk op de werf op het moment dat die doorvoeringen er al geplaatst zijn. Dus we komen aan op het moment dat dat uitgevoerd is. Dus het wordt uitgevoerd en dan wordt ons gevraagd van kom een keer kijken of dat in orde is. En ja, daar stellen wij vast dat we zijn niet ver van 100%, bijna alles is slecht. Als er op voorhand niet afgesproken is geweest, als er geen concrete oplossingen voorgelegd zijn geweest, besproken zijn geweest, gevalideerd zijn, loopt het bijna 100% van de situatie slecht. Ik zal misschien zeggen, ik had misschien een klein beetje positiever zeggen, de nazicht moet 100% gebeuren, omdat het zo slecht is. En ik ben gewoon, een beetje positiever. Het gebeurt slecht tussen 50 en 90%. Iemand zei me nog, het is waarschijnlijk 95%. Nu, als ik het nu ga vertalen van hoe zou het eigenlijk ideaal moeten verlopen, en dat is misschien een beetje een ideale wereld, en ik ga die verschillende stappen gaan verklaren. Het eerste is dat er een allereerste stap, jullie moeten eigenlijk beschikken over een compartimenteringsplan die gevalideerd is. Wat is een compartimenteringsplan? Dat is niet een plan met een aantal kleuren, dat is een plan waar elke lopende meer van EI120-wand aangeduid is, EI60-wand. Jullie moeten weten waar alle EI-wanden zich bevinden. Ik krijg vaak de opmerking om te zeggen, ja, maar dat is een betonnen wand, 20 dik. Ik moet dat toch niet aanduiden dat dat EI is? Ja, je moet dat wel aanduiden, want als er daar een doorboring is, en dat is een wand die gewoon dragend is, die geen scheidende functie heeft, hoef je daar geen brandklep of geen afdichting. Hè? Dus ik zie vaak wanden waar dat je rond kunt lopen en met brandkleppen erin. Dus het is belangrijk dat er een centrale element, een communicatie-informatie is, dus voor de doorvoeringen zonder compartimenteringsplan met een kleurcode. Deze wand is EI120, deze wand is EI60. Begint er niet aan. Het heeft eigenlijk geen zin. Dat is de allereerste stap. Een tweede stap, en daarom is die plan van belang, is de overlapping tussen die compartimenteringsplan en de plannen met alle technieken. En dan gaat het opvallen om te zeggen, ik heb hier een luchtkanaal die door een EI120-wand loopt. Dat is metselwerk, dat is een lichte wand. Dan zien jullie eigenlijk waar alle doorvoeringen moeten komen. Dat is een tweede eigenlijk stap. En de derde stap is op het moment dat al die doorvoering, ik zou zeggen het doorkruisen van een techniek met een EI-wand geïdentificeerd is eigenlijk voor elke situatie gaan beschrijven wat jullie gaan doen. Om concreet te zijn, u heeft een muur uit celbeton, 15 dik. Er komt daar een kabelbaan. Daarvoor moet er een oplossing voor beschreven worden. Die kabelbaan 5 meter verder loopt door een lichte wand. Dat zal waarschijnlijk een andere oplossing zijn. Dat is een beetje systematisch, maar eigenlijk dat is werk op plannen, het identificeren van de verschillende situaties en voor elke situatie aantonen of kiezen wat jullie gaan voorstellen. Nu de validatie. Meestal op de werven, wat krijgen wij? We krijgen een technische fiche van een brandklep. Dus gewoon precies een commerciële documentatie om te zeggen, kijk, dat is een brandklep E120, valideer het maar. Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. Om iets te kunnen valideren, moet je technische informatie hebben, klasseringverslag hebben van dat brandklep en ook een schets hoe dat je de gegevens van dat klasseringverslag gaat vertalen concreet. Dus dat is gewoon een tekening van dat brandklep, dat metselwerk. Ik plaats daar schroeven. Ik voorzie dat de tussenafstand tussen mijn brandklep en plafond 75 mm is, of minstens 10 centimeter is. En dan kun je iets valideren waar later eigenlijk geen discussie meer is. Tweede stap. In dat tweede stap, en dat is toch moeilijk voor de kleinschalige werven, maar voor de grote werven is dat een enorme toegevoegde waarde. Mock-up. Dus u heeft per type oplossing
een plaats gekozen en u gaat gewoon 1 keer de goede oplossing gaan uitvoeren. En u vraagt dat iedereen komt en die zegt van, dat is voor mij in orde. Dat vraagt een beetje tijd, een beetje organisatie, want die zoon van de werf moet vrij zijn, beschikbaar zijn. Maar ik kan u verzekeren, dat is een 10 keer terugbetaalde, ik zou zeggen, inspanning. Dus mock-up is iets dat in onze Belgische cultuur niet vaak aan bod komt. Ik kan u verzekeren dat wanneer het gebeurt, is dat voor iedereen super. Zeker als er op een werf 20 talen gesproken worden. En er zijn, maar dat is de werkelijkheid, er zijn arbeiders die gewoon amper Frans of Nederlands kunnen. Je haalt die mensen, je zegt van, kijk, zo moet je het doen. En ik kan u verzekeren, de afbraakwerken nadien is dan, het is niet gehalveerd, het is gedeeld door 20. Die mock-up, dat is voor mij iets, misschien een beetje een droom. In een droomwereld moet je dat voorzien, organiseren. En dan de informatie aan de uitvoeringsploegen, want dat is heel goed. Ik zie jullie hier, maar ik vermoed, er zijn hier mensen van de aannemers, HVAC of van technische uitrustingen. Jullie hebben ploegen. Het volstaat niet dat er 1 persoon van het bedrijf op de hoogte is. De ploegen die het gaan uitvoeren, moeten opgeleid zijn, geïnformeerd zijn. En dus als die type oplossing eenduidig aangeduid zijn, dan weten die mensen wat ze moeten doen. En dan is het eigenlijk gewoon de uitvoering. En als je dat eigenlijk zo doet, weet je, ik zou zeggen als controlebureau, je kunt steekproefsgewijs 10% van de doorvoeringen gaan kijken en je weet dat je eigenlijk een mooie resultaat gaat halen. En wij ervaren op de beste werven waar mock-up voorzien zijn, waar die rechterkolom volledig toegepast is, merken wij dat er minder dan 5% correcties moeten gebeuren. Ik heb hier dit gedetailleerd. Ik denk dat ik dat mondeling uitgelegd heb. Vaak krijgen we een compartimenteringsplan zoals boven geschreven is, maar dat volstaat niet. Dus er moeten lijnen zijn met een kleurcode dat eenduidig is waar dat die EI-grenzen zijn. Er kunnen ook aanduidingen zijn over welke type deur, maar dat is minder van belang voor jullie. Die 2 slides is trouwens een type beschrijving dat wij standaard bij onze offerte toevoegen, want we krijgen zo vaak de vraag, meneer Seco, je bent nooit tevreden van wat we krijgen. Wat is dat, een compartimenteringsplan? En dus we hebben een soort standaard beschrijving, type beschrijving. Als jullie daar geïnteresseerd voor zijn, is dat iets dat wij graag doorgeven. Ik heb dat denk ik ongeveer volledig uitgelegd. Dus ik heb eigenlijk op basis van die tabel... Voilà. Dus ik denk dat ik rond ben. Ik bedank u voor uw aandacht, voor uw tijd. Het was heel aangenaam om hier te zijn. En nog een prettige avond. Dank u wel.